Bonjour, bienvenue au rendez-vous de Cap Amérique. À la une cette semaine, la vague de froid sans précédent qui frappe l'Amérique du Nord. Le mercure a frôlé les moins 40 dans plusieurs endroits des États-Unis. Et un mot vient de faire son apparition pour expliquer ce phénomène, le Polar Vortex. On vous expliquera dans un instant. À suivre également le maire de Toronto qui prouve une fois de plus que le ridicule ne tue pas, surtout en politique. Malgré ses nombreuses phrases, Rob Ford annonce sa candidature à un nouveau mandat. Il a pourtant admis avoir fumé du crack devant les caméras de la police. Et puis Cuba passe à la vitesse supérieure pour renouveler son parc automobile vieux des années 50. Les voitures seront désormais en vente libre, mais à des prix hors de portée de la population. Un froid polaire, des températures ressenties par endroits jusqu'à moins 50 degrés. On n'avait pas vu ça depuis une vingtaine d'années aux États-Unis. Une dépression venue du Canada replonge la moitié du pays dans l'ère glaciaire. Jugez plutôt, il fait plus froid à Atlanta, en Géorgie, qu'en Alaska, du jamais vu. À New York, les vestes rembourrées et les capuches à fourrure font un malheur. Il faut dire que le froid y est absolument glacial. Moins 15 degrés mardi, moins 22 degrés pour ce qui est du ressenti. La ville a enregistré les températures les plus basses depuis plus de 100 ans. Tu ne peux même pas marcher avec ce froid. Tu ne peux même pas dormir. Tu ne peux rien faire. Vivement l'été. Une cinquantaine de villes américaines du nord au sud-est bat des records de froid. Un phénomène d'une intensité rare qui s'explique par un déplacement du vortex polaire. Le vortex polaire a un régime de vent très violent autour de 300 km/h. En temps normal, ce tourbillon maintient l'air froid au-dessus de l'Arctique. Le vortex est associé au jet stream, un couloir de vent qui sépare l'air chaud de l'air froid. Mais en ce moment, la puissance combinée du vortex et du jet stream crée des sortes d'ondulations qui laissent l'air froid se déplacer et pénétrer des latitudes plus méridionales. Résultat aujourd'hui, 2/3 des États-Unis grelottent. Un peu partout dans le pays, les autorités ont mis en garde la population, l'encourageant à rester chez elle. Car les températures ressenties sont parfois mortelles, une quinzaine de personnes a trouvé la mort à travers le pays. La situation est particulièrement éprouvante pour les sans domicile fixe, comme ici à Louisville dans le Kentucky. Ce centre d'accueil a vu son nombre de résidents exploser. C'est une question de vie ou de mort à présent, surtout la nuit avec le vent glacial et le reste. Et s'il n'y avait pas des endroits comme celui-ci, beaucoup de gens mourraient littéralement de froid. Le froid intense et les vents violents qui l'accompagnent ont aussi créé d'énormes perturbations dans les aéroports. Des milliers de vols ont été retardés ou annulés depuis jeudi dernier, notamment à New York, Chicago ou Atlanta. Aux grandes dames des dizaines de milliers de passagers qui, pour certains, attendent toujours de regagner leur foyer après leurs vacances de fin d'année. Le froid qui ne devrait pas empêcher Janet Yellen d'accéder à la tête de la Réserve fédérale américaine. Les sénateurs viennent de donner leur feu vert. À 67 ans, elle va devenir la première femme à occuper la présidence de la principale banque centrale de la planète. Elle succédera à Ben Bernanke à la fin du mois. Il défraie la chronique depuis son arrivée à la mairie de Toronto. Rob Ford a même dû admettre avoir fumé du crack alors qu'il était, dit-il, sous l'effet de l'alcool. Et malgré les nombreux appels à sa démission, eh bien, il se dit prêt à rempiler. Il vient en tout cas, lors manin, d'annoncer sa candidature à un nouveau mandat. Absolument, les municipales auront lieu le 27 octobre prochain. Il est le premier à avoir annoncé sa candidature. Et pourtant, il y a quelques semaines, il avait dû reconnaître devant les caméras de télévision avoir fumé du crack après la découverte d'une vidéo par la police. Je sais que j'ai embarrassé tout le monde dans cette ville. Et j'en suis désolé à tout jamais. Il n'y a qu'une personne à blâmer pour cela, et c'est moi. Voilà, et ça, ce n'était que l'une de ses nombreuses phrases. Que fin 2012, déjà, il avait failli perdre son poste à la mairie de Toronto pour un conflit d'intérêts. Et puis, Internet pullule de vidéos le montrant ivre ou agressif. Là, on a bien compris. Là, on a affaire à un personnage à part dans la vie politique qui doit sans doute aussi son ascension à ses origines familiales. Absolument, c'est une vraie saga, la famille Ford. Tout commence avec Doug Senior, fils d'une famille très nombreuse de 9 enfants extrêmement pauvres qui a dû travailler très jeune pour venir en aide à sa mère et qui a finalement fait fortune en créant une entreprise familiale, entreprise à laquelle aujourd'hui sa femme et ses enfants, dont Rob, ont participé en l'occurrence. Rob Ford, qui n'a pas fini ses études secondaires, qui a même dû arrêter après une première année à l'université, rappelé, dit-il, auprès de sa famille pour venir en aide à sa sœur Cathy, héroïnomane qui tentait de décrocher
reproché. Cathy, dont un ex-mari, l'ex-mari avait tué quelques années plus tard un boyfriend et qui vit donc dans un contexte familial très particulier, Rob Ford. Ouais, des événements qui ne le prédestinaient pas vraiment à la politique, d'autant que lui-même ne s'y voyait pas. Hein. Absolument, lui, il se voyait joueur professionnel de football américain, même si aujourd'hui, ce n'est pas vraiment évident. Et en fait, il est arrivé à la politique toujours par son père, Doug Senior. En 1994, il s'est présenté pour être député provincial de l'Ontario. Il a enrôlé ses fils dans son équipe de campagne et c'est comme ça que Rob a eu le pied à l'étrier. En 2000, Rob Ford s'est présenté pour devenir député de sa ville, conseiller municipal de sa petite ville. Et puis en 2010, il s'est présenté pour devenir maire de Toronto. Et justement, alors aujourd'hui, quelles sont ses chances de se faire élire à un nouveau mandat, réélire donc ? Alors pour l'instant, les sondages le créditent de 30 à 40% des intentions de vote. 42% des Torontois se disent satisfaits de son action. En fait, Rob Ford surfe sur une popularité incroyable auprès des foyers modestes, des foyers qui viennent en fait des 5 anciennes banlieues de Toronto qui ont été absorbées par la ville en 98. Ce sont des foyers modestes qui sont éloignés de leur lieu de travail, qui ont été séduits par la politique de désenclavement du maire et qui admirent son côté outsider, lui qui se pose donc en outsider, quelqu'un venu d'en bas et qui est là pour dénoncer un système qui est sclérosé par l'intelligentsia du centre-ville de Toronto. C'est également quelqu'un qui va énormément sur le terrain, qui n'hésite pas à remonter les manches, à donner son numéro de téléphone personnel pour venir en aide personnellement aux gens. Et ça, c'est extrêmement apprécié. On l'appelle maintenant Monsieur Needpool. Et puis, en fait, l'indécision vient des électeurs indécis qui, en 2010, avaient voté pour lui, qui lui avaient donné sa chance et qui, là, cette fois, sont un peu refroidis par ses frasques. Ah oui, c'est un peu un Boris Johnson trash. On verra en tout cas si Rob Ford a réussi son pari. Ce sera le 27 octobre prochain pour ces élections municipales à Toronto. Merci à Laure Manin. On part maintenant à Cuba qui poursuit sa lente adaptation aux lois du marché. Dernière réforme en date, le droit accordé aux citoyens d'acheter librement un véhicule. Objectif, rénover un parc automobile constitué aux 2/3 de vieilles américaines des années 50. Mais problème, les nouvelles voitures sont vendues à des prix astronomiques. C'est l'affluence à Cuba devant les concessionnaires de voitures neuves. Elles sont en vente libre et accessibles en théorie à tous les citoyens depuis vendredi dernier. Mais les prix affichés valent aussi le détour. 85 000 $ pour une Peugeot 206, soit plus de 62 000 €. C'est de la folie, personne ne peut se permettre un tel achat. On a mis à contribution toute la famille, ici et aux États-Unis. Et malgré ça, nous n'avons toujours pas assez d'argent. La vente libre de voitures neuves, dernière d'une série de réformes à Cuba. Dans le passé, la population devait obtenir une autorisation du gouvernement avant d'acheter un véhicule neuf. Seuls quelques rares privilégiés en bénéficiaient. La règle est désormais abolie. Mais les prix des voitures neuves sont tels que la grande majorité de la population déchante. Les Cubains espéraient pouvoir enfin rouler avec des modèles différents des américaines des années 50. Leur rêve est inaccessible dans les faits. Imaginez, je gagne 460 €. Je ne pourrai jamais m'offrir une de ces voitures de toute ma vie. Même s'il prête de l'argent sur 40 ans, pas sûr qu'un employé qui vit sur son seul salaire puisse s'en acheter une. Si les prix sont si élevés, c'est parce que le gouvernement a décidé de conserver le monopole sur les importations de voitures. Il a mis en place un système de taxes qui augmente de 50% les prix d'importation. Selon les autorités, les bénéfices de cette taxe seront reversés à un fonds spécial destiné à moderniser les transports publics. Et direction le Brésil pour finir. En juin 2012, juste avant le sommet de la Terre, la mairie de Rio décidait de fermer Gramacho, la plus grande décharge d'Amérique du Sud, là où pendant longtemps des milliers de chiffonniers triaient les déchets de la ville de 8 millions d'habitants. Alors, qu'est devenu Gramacho aujourd'hui? Nos correspondants Nicolas Rançon et Frédéric Gardère sont retournés voir sur place. Voilà à quoi ressemblent les rues du bidonville de Gramacho. Des cochons, beaucoup d'enfants et une population qui ne sait plus à quel saint se vouer. Et regarde comme tout tombe en morceaux. Paolo était chiffonnier dans la décharge voisine. Métal, plastique, papier. Les bons mois, Paolo pouvait toucher jusqu'à 600 € grâce à l'argent des ordures. Nous vivons ici. C'est notre quartier, ce sont nos maisons. Aujourd'hui, il n'y a plus de déchets, donc plus d'argent dans le quartier. Avant ici, les maisons, elles étaient belles. Maintenant, il n'y a plus rien. Et je ne veux même pas imaginer ce que ce sera la suite. Après la fermeture de la décharge, la mairie a indemnisé près de 1400 chiffonniers, avec une aide de 5 000 € chacun.
Mais beaucoup ont été laissés sur le trottoir. C'est le cas de Daniela, 28 ans, 7 enfants. Tu sais, la situation est critique. C'est difficile. J'aimerais juste recevoir mon argent. J'ai travaillé tellement de temps sur la décharge, mais je n'ai rien touché. C'est pas faute d'essayer. Maintenant, j'ai porté plainte officiellement, mais j'attends encore. La décharge de Gramacho, la voici. Une montagne d'ordures, 63 mètres de hauteur, mais c'est surtout aujourd'hui un énorme pactole. Car grâce à la décomposition des déchets, ce site est devenu la plus grande réserve de biogaz du monde. Du gaz qui est revendu à une raffinerie voisine. 19% des bénéfices doivent servir à améliorer le quartier et la vie des habitants. Mais jusqu'à ce jour, rien à l'horizon. La vente et le rachat de crédits carbone, tout ce processus est long, ça prend énormément de temps. Un processus qui nécessite l'accord de l'ONU. Et ce n'est qu'alors que les crédits carbone peuvent être achetés sur le marché international et que nous pouvons toucher l'argent. Et pourtant, pour sauver le quartier, certaines initiatives existent, comme l'inauguration de ce centre de recyclage flambant neuf. Des hangars comme celui-ci, la mairie souhaite en construire 9 à Gramacho. Mais le chemin est encore long. À Rio de Janeiro, seulement 3% des déchets sont recyclés. Et une grande partie l'est encore dans des conditions insalubres. Et c'est ainsi que s'achève Cap Amérique. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez avec nous. L'info continue sur France 24.